2 jours après Noël. L'aéroport de Stockholm-Arlanda est recouvert de neige, de boue et de glace. Les passagers qui embarquent sur le vol Scandinavian Airlines à destination de Copenhague trouvent la cabine très inconfortable. Il faisait très chaud quand on est entré. Le chauffage avait fonctionné pendant la nuit. Quand les passagers sont arrivés, ils ont voulu ôter leurs vestes et leurs chaussures. C'était un vrai sauna. Vous pouvez baisser le chauffage? Ulf Cedermark, 34 ans, fait partie de la compagnie depuis 4 ans. Il est copilote sur ce vol. Il neigeait un peu. Il faisait juste en dessous de zéro. Il y avait un léger vent. Nous devions aller à Copenhague, puis à Varsovie, puis de nouveau à Copenhague, et enfin à Barcelone. Une longue journée de travail. Le pilote danois Stefan Rasmussen vient d'achever la visite pré-vol extérieure. Ce matin, c'est lui qui est aux commandes. Pendant ces 12 ou 13 heures où j'étais assis dans l'avion, j'ai toujours eu l'impression de le porter sur mes épaules, comme un sac à dos. Et à chaque décollage, nous ne faisions plus qu'un. L'appareil que Rasmussen endosse aujourd'hui est un DC-9 tout récent, facilement reconnaissable à ses 2 moteurs arrière. Maintenant, tout le monde sait que cette porte reste ouverte. Oui. Même avant les menaces terroristes, la porte du cockpit était rarement ouverte en vol. Cette habitude est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles Rasmussen est si apprécié de l'équipage et des passagers. J'ai toujours laissé cette porte ouverte, car j'ai constaté que si les gens voyaient une présence humaine dans le cockpit, ils étaient en confiance. Je trouvais ça agréable. On a plus de contact qu'avec la porte fermée. Le vol est retardé par la neige, mais Stefan Rasmussen ne compte pas sacrifier la sécurité. Où en est le dégivrage? Les ailes ne sont pas terminées. Il faut encore faire le dessus. Merci. À la demande du commandant, les équipes au sol ont déjà dégivré l'avion une fois. Elles font maintenant un second passage. Ça s'est prolongé. Ils avaient du mal à déneiger le dessus des ailes. On avait donc un peu de retard pour rejoindre notre piste. Pour le commandant de bord, Per Holmberg, pilote sur DC-9 dans la même compagnie, ce retard relève de la routine. Il voyage comme passager et doit assurer un vol plus tard dans la journée. Chers passagers, ici votre commandant de bord. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Nous faisons déblayer la neige qui est tombée cette nuit sur les ailes, et ensuite nous pourrons décoller pour des latitudes plus clémentes. J'ai sélectionné nos meilleures hôtesses pour s'occuper de vous. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Le vol Scandinavian Airlines 751 est finalement autorisé à avancer. L'équipage doit éviter des amas de neige en roulant vers la piste. Vous aurez pu enlever la neige. Non, ce serait trop facile. Roulons point d'arrêt, piste 08. Bien reçu, Scandinavian 751. Autorisé décollage, piste 08. Aérofrein. Armé. Autobreak décollage désarmé. Piste sélectionnée. Checklist terminée. Puissance réglée. Malgré les conditions hivernales, le décollage se passe bien. V1, rotation. Train rentré. Train rentré.
Quand Ulf a tendu le bras, j'ai entendu un bruit inhabituel. 22 secondes après le décollage, alors que l'avion est en pleine ascension, un problème survient. Quand on entend que c'est différent, on est méfiant. Il y avait un vrombissement assourdissant dans l'avion, presque comme une explosion. Il y a eu une autre détonation. J'étais surprise, je n'avais jamais entendu ça. À l'évidence, le bruit provient du moteur droit. C'est sérieux. Je crois qu'on a un pompage. J'ai légèrement réduit les gaz du côté droit. Et ce qui était très étrange, c'est que dans le même temps, le régime du moteur a augmenté. C'est comme si vous tourniez le volant de votre voiture à gauche et qu'elle tournait à droite. Ça vous déboussole. On n'est pas censé appeler le cockpit à cet instant, mais je devais parler au commandant de bord. Stefan Rasmussen ne répond pas à l'appel. Il est trop occupé à essayer de comprendre ce qui arrive à son avion. Je ne voyais rien de suspect sur mes instruments. Ils indiquaient des valeurs stables et normales. Mais j'entendais toujours ce vrombissement incessant. Il cherche des signes d'attentat ou de défaillance structurelle. J'ai vérifié la pression de la cabine. Parce que quand une bombe explose, ou quand une porte cargo est arrachée, cela entraîne une décompression. La pression de la cabine reste stable. Votre ceinture. Mais l'équipage a une autre inquiétude. Ça fumait et ça sentait le brûler. Qu'est-ce qu'on fait? À seulement 200 pieds d'altitude, la situation s'aggrave. Le moteur droit s'arrête. Après un peu plus d'une minute de vol, le moteur de droite s'est arrêté. Pendant un très court instant, je me suis dit que c'était un cauchemar et que je rêvais. J'étais perplexe. Très troublé. 2 secondes plus tard, le moteur gauche s'arrête aussi. L'avion n'a plus de puissance. Les deux moteurs ont lâché l'un après l'autre. Je me suis dit, c'est impossible, ce n'est pas vrai. Moins d'1 minute et demie après son décollage, le DC-9 commence à chuter. C'était le silence complet. Je crois que ça a été le pire moment pour moi. On volait sans un bruit, comme un oiseau qui traverse le ciel. Ensuite, j'ai eu peur. Rallumage. Quand les pilotes tentent de relancer les moteurs, les choses empirent. Le réacteur gauche s'embrase. J'ai vu que la température des gaz d'échappement montait en flèche. Le maximum est de 680 degrés Celsius et elle a dépassé les 800 degrés. Un incendie moteur pourrait gagner le reste de l'avion. Je tire? Si le copilote actionne les extincteurs du moteur gauche, il sera impossible de le relancer. Il tire tout de même sur la poignée. De son siège, le commandant Holmberg voit que l'équipage est en difficulté. Le vol 751 a maintenant un taux de descente de 1200 pieds minutes. Mais les contrôleurs aériens de l'aéroport de Stockholm ignorent que l'avion est en détresse. Arlanda, Stockholm Scandinavian 751. Bonjour SK 751, montez au niveau de vol 180. Nous avons des problèmes de moteur. Nous devons revenir
et nous poser à Arlanda. 751, bien reçu. Tournez à droite au cap. La radio s'éteint brusquement, suite à la panne des moteurs. Seul le réacteur droit fournit encore de la puissance, mais il tourne trop lentement pour alimenter les instruments en électricité. Sans moteur, plus de poussée. La seule énergie qu'on ait, c'est l'altitude. Le temps presse. Les pilotes du DC-9 doivent trouver un moyen de relancer le moteur droit, sans quoi l'avion s'écrasera en pleine campagne. Le vol Scandinavian Airlines 751 continue sa descente de 20 pieds par seconde. Je peux aider? Le commandant Holmberg, qui a embarqué en tant que passager, se joint à l'équipage. Il est venu dans le cockpit pour nous proposer son aide. Je ne crois même pas avoir dit oui. J'ai juste dit, lance l'APU. Si le groupe auxiliaire de puissance démarre, la radio et les instruments fonctionneront à nouveau. Je lui ai tendu la checklist d'urgence et je me suis concentré sur le vol pour m'assurer qu'on maintenait notre vitesse, notre altitude et qu'on gardait les ailes à plat. Il a pu démarrer le groupe auxiliaire de puissance et mes instruments se sont rallumés. Mais le tableau de bord du commandant Rasmussen reste éteint. Stéphane a réussi à piloter l'avion à l'instinct. La lumière se rallume aussi en cabine. Mais c'est une maigre consolation pour les passagers qui se savent maintenant en danger de mort. Le contrôle aérien de Stockholm demande aux pilotes de revenir à l'aéroport. Scandinavian 751, pouvez-vous tourner à droite au cap 090. Guidage radar pour 0-1. Mais l'avion n'est plus qu'à 1600 pieds du sol. Et les efforts du copilote pour le ressusciter restent sans effet. Bien reçu. Nous maintenons notre cap et nous essayons de redémarrer les moteurs. Rebrousser chemin pour revenir à Stockholm pourrait s'avérer catastrophique. Je sentais que si je faisais demi-tour, on décrocherait. Un demi-tour fait perdre beaucoup d'énergie. Le plus sûr, c'est de voler tout droit avec les ailes à plat. Ça économise l'énergie liée à l'altitude et ça permet de maintenir la vitesse. Maintenez 2000 pieds. Nous ne pouvons pas maintenir 2000 pieds. Nous sommes actuellement à 1600 pieds et nous sommes en descente. Per Holmberg veut que le commandant Rasmussen trouve un terrain où atterrir. Regarde droit devant. Regarde devant toi. Il criait à Stéphane, regarde devant et surveille ta trajectoire. On va atterrir en urgence. Atterrissage d'urgence. Baissez-vous! 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 Je ne sais pas combien de fois on a répété « Baissez-vous ». Attachez vos ceintures. Pendant que les passagers s'attachent, Rasmussen se demande où atterrir. Regarde devant toi. Et j'ai eu l'idée de voler jusqu'à la mer Baltique, qui était gelée à cette époque de l'année. Ça aurait fait une excellente piste. Mais sans pouvoir rien faire, il voit son appareil glisser au-dessus d'une forêt dense. J'ai vu cette zone verte. J'ai aperçu un petit point clair au milieu de la forêt. Mais ça semblait vraiment juste. Tourne à droite. À droite. À 500 pieds d'altitude, le commandant Rasmussen cabre l'avion pour le ralentir, espérant amortir l'impact avec le sol. La cime des sapins paraissait très souple. Je m'en suis servi comme d'un oreiller. J'abaisse le train. Oui, sors-le. Mettez la tête sur les genoux. Je me suis préparée au choc.
Un atterrissage d'urgence sans moteur, je savais que ce serait violent. Stockholm, Scandinavian 751, nous allons nous écraser. Je n'ai pas eu peur tout de suite, mais quand on a touché les arbres, j'ai su qu'on n'y arriverait pas. Je n'ai pas pensé « je vais mourir ». Je le savais, j'ai même prié. Et un instant plus tard, nous étions dans un univers étrange. Après l'arrêt complet, j'ai senti l'odeur du kérosène. Je me suis dit, on va sauter. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu la neige. Il y avait un trou dans le fuselage, juste en face de la cuisine arrière, et on pouvait sortir par là. Tout était calme. Je me suis réveillé. Ça a peut-être duré une fraction de seconde. J'ai eu peur d'avoir une fracture de la colonne vertébrale et de ne plus pouvoir marcher. J'ai bougé mes orteils et mes pieds pour voir si je les contrôlais. J'avais mal à la main, elle était fracturée, et je saignais abondamment du front. J'essayais d'essuyer le sang qui coulait sur mes yeux. Et Stéphane m'a dit, il faut sortir. Les pilotes craignent que l'avion ne prenne feu après avoir creusé un sillon de 125 mètres de long dans la forêt de pins. Des dizaines de passagers sortent par les brèches dans le fuselage. Mais le commandant Per Holmberg est inconscient. Tout est allé si vite que personne n'a compris ce qui se passait. Alors je suis restée avec un groupe de passagers. Mais j'ai eu l'impression que les secours étaient longs à venir. Les secours arrivent. Heureusement, aucun feu ne se déclare. Mais beaucoup de passagers ont ôté leurs vêtements d'hiver en entrant dans la cabine surchauffée. Et il commence à être transit froid. La plupart étaient en chemise ou en t-shirt. Ils portaient des vêtements très légers. Certains n'avaient pas de chaussures. Ils sont en danger d'hypothermie. Alors, j'ai pris soin d'eux. Je l'ai peut-être aussi fait pour moi. J'avais besoin de chaleur humaine. C'était réconfortant de réconforter les autres. L'épave du vol Scandinavian Airlines 751 est à 15 km au nord-est de l'aéroport de Stockholm-Arlanda. Le fuselage s'est brisé en 3 parties. Compte tenu du chaos qui a suivi le crash, personne ne connaît le nombre de morts. Les secours arrivent en quelques minutes et prennent en charge les survivants. Ils extraient du cockpit le commandant Per Holmberg qui est inconscient. Il a heurté la cloison du cockpit lors de l'impact, puis il a glissé jusqu'au sol. Il était bien amoché. Il s'est coupé une paupière et fracturé la clavicule. Son épaule était devant lui. Parmi les 92 passagers blessés, seuls 8 sont considérés comme des cas sérieux. Après un rapide décompte, l'équipage constate avec stupéfaction que pas une seule des 129 personnes présentes à bord du vol 751 n'a été tuée dans l'accident. Tout le monde a survécu. C'était un choc. C'était fantastique. J'étais le plus heureux des hommes. On était tous en vie. C'était un moment intense.
Les journalistes rapportent au monde entier cette histoire incroyable. Pendant que le bureau suédois d'enquête sur les accidents, le SAIB, prend l'affaire en main. Scandinavian Airlines dépêche sa propre équipe d'enquêteurs, dirigée par Tore Hultgrün. Il est très rare qu'un avion s'écrase dans les bois et que tout le monde survive. Je n'avais jamais entendu ça. La police bloquait l'accès au site du crash, dans un rayon d'une centaine de mètres autour de l'épave. L'appareil était entier, rien n'avait brûlé. Il y avait plein d'indices exploitables. Henrik Elinder du SAIB est chargé d'analyser ces indices. Nous avons commencé à documenter le site de l'accident en photographiant la trajectoire de l'approche finale à travers les bois, ainsi que les débris qui étaient dispersés un peu partout. Les 2 boîtes noires qui enregistrent les conversations dans le cockpit et les paramètres de vol sont retrouvées tout de suite. Les enquêteurs questionnent les rescapés qui leur racontent tous la même histoire. Dites-moi ce que vous avez vu et entendu. Des déflagrations ont retenti peu après le décollage. De la fumée a envahi la cabine. Les 2 réacteurs se sont finalement arrêtés et l'un d'eux s'est enflammé. Un biréacteur n'est vraiment pas censé perdre ses 2 moteurs simultanément. Les turboréacteurs Pratt et Whitney sont envoyés dans un atelier de Scandinavian Airlines pour y être inspectés de plus près. Les enquêteurs sont impatients de parler au commandant Rasmussen. Mais la compagnie réserve ses premières déclarations aux médias. Première question, qu'avez-vous pensé quand les moteurs se sont arrêtés? Ça prendrait une éternité de tout vous raconter. Normalement, les témoins clés comme l'équipage doivent être mis en quarantaine jusqu'à ce qu'ils rencontrent les enquêteurs. Les médias européens présentent le commandant Rasmussen comme un héros qui a réussi à poser un DC-9 sans moteur. Mais les enquêteurs n'excluent pas que lui-même ou son copilote ait pu commettre des erreurs qui soient à l'origine de l'accident. L'honneur et la gloire reviennent toujours au commandant de bord, mais les mésaventures aussi. Je savais qu'une fois sous le feu des projecteurs médiatiques, la situation serait différente. Et je me suis dit, tu n'as plus qu'à leur raconter toute l'histoire et à prier pour qu'ils découvrent ce qui s'est passé. Lars Lindberg est enquêteur délégué de la SAPA, l'association suédoise des pilotes de ligne. Il cherche sur l'épave des signes de défauts mécaniques ou structurels. Sachant que les 2 moteurs s'étaient arrêtés, nous nous sommes demandé ce qui s'était passé avant pour qu'un tel incident se produise. La première fois que j'ai vu les moteurs dans l'atelier, j'ai été surpris. C'est tout ce qu'il y a? De nombreuses pièces avaient disparu. Nous n'avions jamais vu un réacteur auquel il en manquait autant. Pour reconstituer le fil des événements, les enquêteurs doivent retrouver les pièces manquantes, qui sont maintenant éparpillées dans la forêt et les champs enneigés. Un examen minutieux des moteurs du DC-9 permet de recenser toutes les pièces qui leur font défaut. Les 2 moteurs avaient perdu des pièces. Il fallait donc amasser un maximum d'éléments, chercher l'origine de l'accident et déterminer comment tout s'était enchaîné. Les pièces manquantes pourraient expliquer pourquoi les 2 moteurs ont cessé de fonctionner à quelques secondes d'intervalle. Mais elles peuvent être n'importe où le long du trajet de 15 km effectué par l'avion. Il faut les retrouver.
Grâce à l'enregistreur de paramètres de vol, les enquêteurs retracent l'itinéraire du DC-9 pour voir où les pièces auraient pu tomber. En fouillant les champs enneigés survolés par l'appareil, l'équipe de recherche retrouve 500 fragments. Une infime partie de ce qui a disparu. Beaucoup sont très endommagés. Certaines des aubes en titane semblent avoir pris feu. Le titane s'est enflammé dans les deux réacteurs. Et c'est exceptionnel. Il faut une température et une pression extrêmement élevées pour qu'une aube en titane prenne feu. Les enquêteurs continuent à chercher la cause de la panne. La conduite de carburant du moteur gauche est bosselée. Elle a été heurtée et sectionnée par une pièce métallique qui a traversé le réacteur à haute vitesse. Cette pièce s'est détachée. Elle a rompu la conduite de carburant et le kérosène s'est répandu sur le moteur chaud. À l'évidence, le moteur se désintégrait en vol. C'est sérieux. Cette découverte explique l'incendie du moteur gauche et le fait que de nombreuses pièces aient été retrouvées si loin du site du crash. Mais il reste à déterminer pourquoi les réacteurs se sont disloqués. Les passagers et l'équipage vont apporter un indice crucial. Ils ont tous entendu une série de déflagrations avant que le moteur gauche s'enflamme. L'enregistreur phonique confirme leur déclaration. On entend ces bruits au moment où les dégâts surviennent, comme l'indique l'enregistreur de paramètres de vol. Ces détonations bien connues des enquêteurs ne laissent plus de place au doute. Les moteurs ont été victimes d'un pompage juste après le décollage. Les réacteurs ont besoin d'un flux d'air constant pour fonctionner. Plusieurs turbines propulsent l'air à travers différents étages de compression. Mais quand le flux est interrompu, le carburant situé à l'arrière des moteurs s'enflamme et reflue vers l'avant. C'est le pompage. Il y a des cas plus ou moins sévères et ça peut parfois causer l'arrêt total du moteur. C'est sérieux. Ce pompage était très violent. Très rapidement, l'avion s'est retrouvé avec deux moteurs impossibles à redémarrer qui ne fournissaient plus de poussée. Ce n'était plus qu'un planeur géant. Un examen approfondi des aubes des turbines avant explique le pompage. Elles sont tordues. Cette déformation les a empêchées d'acheminer l'air efficacement vers l'arrière des réacteurs. C'est cette torsion des aubes qui a tout déclenché. Le flux d'air a été perturbé. La turbine s'est mise à pomper en entraînant une série de dysfonctionnements. Le pompage du compresseur, puis la suite d'événements qui a mené à l'arrêt des deux moteurs. Mais qu'est-ce qui a tordu les aubes? Il y a un moyen de le savoir. À l'aspect des dégâts, on peut voir si c'est dû à un caillou, à une pièce de caoutchouc ou à un fragment de glace. La glace laisse des marques très singulières, des petites bosselures. L'analyse des dégâts subis par les aubes démontre qu'elles ont été percutées par de la glace. Maintenant, les enquêteurs veulent savoir d'où venait cette glace. Le bulletin météo des 24 heures qui ont précédé le crash. Ils savent qu'il a plu et neigé sur Stockholm quelques heures avant le décollage du vol 751. La température oscillait autour de 0. Il y avait eu du crachin, de la neige et de la pluie dans la matinée. Ils apprennent que l'avion était arrivé de Zurich la veille au soir avec un niveau de carburant supérieur à 50%. Ils avaient beaucoup de carburant dans les ailes en prévision d'un éventuel déroutement. La température du kérosène avoisinait les moins 20 degrés Celsius. Cette nuit-là, les conditions étaient propices à la formation de glace transparente sur les ailes. Il y avait du carburant très froid sur la face supérieure de l'aile.
La température a chuté pendant la nuit, il a neigé, puis plu, puis à nouveau neigé, et ça a formé un millefeuille. De la glace, de la neige fondue, et au-dessus, de la neige fraîche. Il y en avait une dizaine de centimètres sur les ailes le matin. La responsabilité du dégivrage incombe en dernier ressort au commandant de bord. Rasmussen est formel, il savait que les ailes étaient couvertes de neige. Les enquêteurs se demandent s'il a tout fait pour s'assurer que son avion était totalement exempt de glace. Le pilote affirme qu'il a demandé aux techniciens un dégivrage complet. J'ai fait le tour de l'avion, il était couvert de givre. Voyant qu'il restait du givre sur les ailes, le chef d'équipe a ordonné à ses hommes de faire un second passage. J'étais convaincu que l'avion était prêt. Et lui aussi en était sûr. Où en est le dégivrage? Les ailes ne sont pas terminées, il faut encore faire le dessus. L'enregistreur phonique confirme les déclarations du pilote. Ils ont bien nettoyé sous les ailes? Oui, oui. Ils ont fait un passage, ils ont regardé le résultat, et ils ont passé une deuxième couche. Au total, 850 litres de dégivrant ont été pulvérisés sur l'avion. Mais peut-être n'était-il pas assez concentré pour faire fondre l'épaisse couche de glace qui s'était formée sur les ailes pendant la nuit. Des techniciens analysent des échantillons du fluide utilisé sur le DC-9. Rien de concluant. Les liquides employés étaient tout à fait normaux. Mais en interrogeant l'équipe de maintenance qui a travaillé sur l'avion, les enquêteurs se demandent si les opérateurs de dégivrage ont été assez consciencieux. L'équipe au sol affirme qu'après son passage, les ailes semblaient impeccables. Mais les apparences étaient trompeuses. Ça semblait parfait, parce que la glace transparente qui se trouvait sur les ailes était invisible. Un technicien avait inspecté l'avant de l'aile sans voir de glace. Il ne pouvait pas savoir qu'il y en avait un peu plus loin, hors de sa portée. Le règlement ne prévoyait pas d'escalier pour monter sur l'aile depuis la plateforme de dégivrage. La surface paraissait lisse et brillante, mais il restait quelques centimètres de glace sur l'aile au moment du décollage. Dès que l'avion prend son envol, les problèmes commencent. Sur le DC-9, les moteurs se trouvent derrière les ailes. Quand le train avant a quitté le sol, les ailes se sont courbées pour supporter le poids de l'avion. La glace s'est brisée et elle a été aspirée par les réacteurs. L'impact endommage les aubes des premières turbines et finit par provoquer un pompage des moteurs. Personne ne pensait que ça puisse arriver. Et pourtant. Quand de la glace se détache des ailes, cela ne pose pas de problème à la plupart des avions. Mais en raison de leur disposition, les moteurs du DC-9 sont plus vulnérables aux projections. Cependant, les réacteurs Pratt et Whitney de l'appareil accidenté ont été conçus pour résister aux ingestions de glace. La cause de la catastrophe est donc ailleurs. Les enquêteurs savent qu'une mauvaise réaction d'un pilote peut aggraver le pompage. Ils épluchent les paramètres de vol pour voir comment l'équipage a réagi à l'urgence. La première chose à faire quand on diagnostique un pompage, c'est de réduire les gaz. Le commandant Rasmussen affirme l'avoir fait. Il faut tirer la poignée en arrière pour équilibrer l'arrivée d'air et l'arrivée de carburant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais l'enregistreur de paramètres de vol le contredit. Pourquoi la puissance augmente? Il indique clairement que peu après le pompage, la poussée a été réduite. Mais quelques secondes plus tard, elle a augmenté au-delà de la puissance maximale. Ça ne collait pas parce que le régime moteur est monté à 110%. Et la poignée des gaz a changé de position. La seule chose qui puisse la faire bouger, c'est la main du pilote. Si Rasmussen n'a pas poussé la poignée vers l'avant, quelque chose l'a fait à sa place. Ce
Cela expliquerait sa confusion quand les moteurs ont commencé à pomper. Pour un pilote qui a suivi un entraînement et effectué des exercices d'urgence en simulateur, quand un système se comporte de manière inattendue, c'est très déroutant. Malgré leurs efforts obstinés, les enquêteurs ne parviennent pas à expliquer cette augmentation de poussée. Ce qui était frustrant, c'était de ne pas savoir pourquoi le système avait réagi comme ça. Mais presque 2 mois après l'accident, le constructeur de l'appareil apporte la réponse. Le coupable s'appelle rétablissement automatique de poussée. C'est nouveau. Ça augmente automatiquement la poussée pendant l'ascension. Les autorités suédoises apprennent que ce système, appelé ATR, est un dispositif de sécurité qui équipe depuis peu la flotte de Scandinavian Airlines. Il a été créé car la FAA avait découvert que certains pilotes réduisaient considérablement les gaz au décollage et à l'atterrissage pour limiter le bruit au-dessus des zones d'habitation. L'ATR était conçu pour les empêcher de réduire la puissance au point de mettre l'avion en danger. Dès qu'il a ralenti, le système s'est enclenché. Les enquêteurs apprennent qu'au moment où Rasmussen a réduit les gaz pour éliminer le pompage, le système a jugé que la poussée était dangereusement faible et il a repoussé la poignée vers l'avant. L'augmentation de poussée a aggravé le pompage jusqu'à la destruction des moteurs. L'enquête conclut que les pilotes avaient pris les mesures adéquates pour supprimer le pompage et éviter la catastrophe. Mais le code informatique de l'ATR a réduit leurs efforts à néant. Une suite de 0 et de 1 a fait bouger la poignée des gaz. Les moteurs qui pompaient parce qu'ils recevaient déjà trop de carburant en ont reçu encore plus. Et en l'espace de quelques secondes, ils ont tous les deux été totalement détruits. Le système était si récent chez Scandinavian Airlines que personne n'en avait entendu parler. C'était déroutant pour tout le monde, car nous n'avions aucune information sur ce système et la compagnie ignorait que ces avions en étaient dotés. Nous ne l'avions pas acheté. On nous l'a glissé en même temps qu'un autre système. Ignorant l'existence de l'ATR, Stefan Rasmussen ne savait pas que la seule façon de sauver son avion était de couper les moteurs. Quand il apprend que c'est le rétablissement automatique de poussée qui a causé l'accident, il éprouve à la fois du soulagement et de l'angoisse. Il est prouvé qu'il n'a commis aucune erreur. Quand j'ai eu ce message, ça a été une vraie libération. C'était comme gagner à la loterie. J'étais si heureux de pouvoir enfin expliquer pourquoi j'étais en proie à une telle confusion. Mais le pilote perd confiance dans la fiabilité de ses instruments et cela met fin à sa passion et à sa carrière. Le 20 octobre 1993, le bureau suédois d'enquête sur les accidents publie son rapport sur le crash du vol 751. Il indique que les gestes du commandant Rasmussen et du copilote Cedermark ont contribué à éviter le pire. Et bien que les enquêteurs aient d'abord critiqué la décision du commandant Holmberg d'entrer dans le cockpit, ils jugent finalement son aide salutaire. Ces hommes ont piloté leur avion jusqu'à son arrêt total au sol. Ils n'ont jamais abandonné. Ils n'ont rien lâché. Les enquêteurs jugent que le principal responsable est Scandinavian Airlines, dont les procédures de détection de la glace transparente étaient inadéquates. Je crois qu'on a un pompage. Le rapport condamne aussi le fait que les pilotes ignoraient l'existence du rétablissement automatique de poussée et sa réaction en cas de pompage.
S'il n'y avait pas eu d'ATR pour repousser la poignée vers l'avant, l'accident n'aurait pas eu lieu. C'est un peu étrange qu'on n'ait pas eu toute la documentation qui nous aurait permis de savoir à quoi nous attendre dans ce cas de figure. Suite à l'accident, Scandinavian Airlines a commencé à former ses pilotes à l'utilisation du système ATR. Des mesures ont aussi été prises pour s'assurer de l'absence de glace transparente au décollage. Nous avons changé toutes les procédures, fourni des escaliers aux techniciens et ajouté au règlement l'obligation de monter sur l'aile et de la toucher de la main pour vérifier qu'elle est dégivrée. Après sa convalescence, le copilote Ulf Cedermark est remonté dans le cockpit. Je n'ai pas eu l'impression que je ne serais plus capable de piloter un avion. Quoi qu'il arrive, je sais que je peux encore voir les choses telles qu'elles sont. J'aime toujours mon métier, et si un problème survient, je peux y faire face. Mais le retour de Stefan Rasmussen a été beaucoup plus difficile. Puissance réglée. J'ai vu un psychologue très qualifié et nous avons parlé de mon aptitude à revoler. Il savait que ce serait une décision difficile. Train rentré. Feu moteur. Malgré des heures de simulateur, Rasmussen n'a pas repris confiance en son avion. Désolé. En situation de crise, il faut qu'il y ait une parfaite osmose entre l'homme et la machine. Je sentais vraiment que je n'avais plus confiance en l'avion. Les pilotes s'estiment souvent responsables de tout ce qui se passe mal. Ils sont couverts de gloire, mais endossent trop de responsabilités. Avec une aide psychologique adaptée, près de 90% des pilotes impliqués dans un accident arrivent à revoler. Mais bien que le commandant Rasmussen ait suivi un traitement, sa carrière s'est achevée avec le crash du vol 751. Prendre la décision d'abandonner mon métier de pilote, c'était comme contempler la femme de ma vie et parvenir à la conclusion que je devais la tuer. J'ai vécu de nombreux moments de bonheur à bord d'un avion. J'aimais mes passagers et mon avion. Alors j'ai dit, c'est fini. Je ne l'ai jamais regretté. Je crois que j'ai bien fait.